après le livre, 10 ans, une éternité dans le temps de la révolution numérique. Bon, ça concerne l'astrophysique, ça concerne la médecine, ça concerne nos usages de communication les plus privés. Allez voir l'horaire des bus 200 mètres plus loin, c'est plus facile sur le téléphone. Donc disons, transition numérique du livre, non, transition numérique de l'écrit. Et à ce moment-là, petit à petit, ça se met en place. Transition, une idée, je crois que la dette pour moi là, elle est plutôt à Roger Chartier, c'est-à-dire que ces grandes phases d'état stable du livre, finalement, tablette, rouleau, codex, imprimerie, aujourd'hui, et puis on est encore dedans. Donc finalement, 5 transitions majeures, et puis quand advient là qu'on est à tâtons dans le brassement, dans les écroulements, dans les fissures, dans les secousses quasi telluriques, là, de travailler la littérature, transmettre, écrire, ce qui nous est le plus cher, ce qui, pour ceux de ma génération, on a eu une vie avant Internet. Oh là là, la chance qu'ils ont, ceux qui n'ont pas connu l'avant-Internet dès le moment de leurs apprentissages d'écrit. Le fait qu'elles soient peu nombreuses et dénombrables, eh bien, notre tâche, c'est d'ouvrir, de séparer ces états stables, d'examiner les transitions, les chevauchements, les coexistences, comme la locomotive n'annule pas le cheval, comme la télévision n'a pas annulé la radio. Et en commençant à dépecer, décortiquer l'histoire de ces transitions, peut-être avoir quelques éléments pour comprendre la nôtre, parce que c'est toujours après qu'on comprend ce qui vous arrive. Alors après le livre, oh là là, j'en ai fait des conférences, des interventions, et puis il y a un moment donné, tu te laisses aller, tu cherches quoi ? Tu dis l'imprimerie, l'invention de l'imprimerie, tu as toujours quelqu'un dans la salle, Gutenberg, et puis toi là, fier de toi, eh non, pas Gutenberg. Et c'est dangereux aussi un peu, c'est pour ça que je suis bien à m'être installé là dans la piole, ouvrir le temps, plus trop aller dehors. C'est que, justement, tu te sépares de ces instances-là où, finalement, la rhétorique ou l'immédiat de la relation fait oublier la complexité. Alors, Gutenberg ou pas Gutenberg ? Alors, pour ce qui est des états stables du livre, toujours le Lucien Febvre, l'apparition du livre, c'est fascinant. Par exemple, à quel moment on commence à mettre une page de titre ? À quel moment s'installe gravé sur bois un colophon, c'est-à-dire l'indication de qui a imprimé le livre, dans Rabelais. À l'imprimerie, Claude Noury dit « Le Prince près Notre-Dame de Confort à Lyon ». Et la force, ou ce qui rend inusable le livre de Lucien Febvre, c'est chaque fois de recontextualiser. Par exemple, en quoi la diffusion de la Bible dans un texte tout proche de l'original, ou dans une traduction établie avec sérieux, à quelques points de l'espace linguistique qu'on se place, eh bien, c'est ce qui crée pour Gutenberg la demande et l'assise symbolique de son travail. Donc, Gutenberg, quelqu'un là de l'Allemagne centrale, comme par hasard, il y a un voyage en Hollande, et puis c'est là, en Hollande, où il découvre ces techniques d'impression. Pourquoi ? Parce que la Hollande, comme Venise, est au contact avec l'Asie, et ces procédés d'impression sur soie, avec des motifs installés dans des châssis. Gutenberg ramène cette technique en Allemagne, et va produire, disons, environ 180 Bibles. Je ne sais pas si vous en avez vu, il y en a à Dijon, par exemple, il y en a à la BNF probablement, c'est des monuments, c'est gros, c'est large comme ça, on les pose sur un lutrin dans l'église, on tourne religieusement, évidemment, les pages, et cette Bible, qui est extrêmement lourde, non seulement ne quitte pas l'église, mais elle est enchaînée au lieu où on l'installe. Là, ça va être un critère de mutation ou de transition déjà fondamental.
Alors sur ces 180, je crois qu'il y en a 60 qui sont sur vélin. Et vous savez que ces vélins, c'est donc ces peaux de veau qui sont amollies, étendues, étirées. Et puis 120 qui sont sur le papier déjà de fabrication plus courante. Donc 180 Bibles qui sont lourdes, qui sont immobiles. Par contre, elles sont reproduites à l'identique dans l'atelier de Gutenberg. Et dès ce moment-là, lui et le premier vont proliférer dans toutes les villes. C'est très impressionnant. Lucien Febvre donne les cartes de cette dispersion. C'est les ateliers typographiques qui commencent à proliférer. Alors Gutenberg, oui, il ne s'agit pas de, peut-être, comme je l'ai fait un peu trop facilement, de minorer ce saut en avant. D'autant plus que dans le saut de Gutenberg, est-ce que c'est la technique du châssis et des caractères? C'est là où il y a deux approches complémentaires qui tout d'un coup démultiplient les questions. Celle de McLuhan, Understanding Media, livre qui reste d'une jeunesse, ça date de 1966, mais pour moi c'est toujours là, c'est le fitness, quoi, le fitness de la caboche. Qu'est-ce qu'il dit? Le modèle typographique de la reproduction à l'identique et de la validité du modèle qui se reproduit, eh bien, ce que dit McLuhan, c'est que ce principe de reproduction à l'identique a permis, parce qu'on en fait un cadre mental, une matrice mentale, de construire des modèles sociaux. C'est-à-dire que les modèles sociaux qui jusqu'ici se construisaient de façon empirique, totalement séparés, maintenant vont disposer de comment on peut assembler les structures des villes, les structures sociales, les structures politiques, les structures techniques, selon une norme qu'on va considérer comme, sinon reproductible, mais tout peut s'éprouver à la même échelle. C'est-à-dire que la pensée de notre communauté va se structurer en rupture avec l'univers de la copie manuelle, parce que l'invention typographique devient matrice mentale. Je résume probablement mal McLuhan, mais si vous ne connaissez pas, allez voir. Et l'autre qui est plus surprenante, alors c'est ce livre sur lequel je m'échine à la traduction, parce que c'est beaucoup plus compliqué que je croyais au départ, Die Schrift hat Schreiben Zukunft de Wilhelm Flusser, ses derniers livres, donc la version évidemment allemande qui sert de texte principal, mais la version anglaise à laquelle lui-même a participé et collaboré, donc un jeu entre les deux, Does Writing Have a Future, et dans la totalité des paramètres qu'il examine. Eh bien, il y a un chapitre justement sur la lettre, c'est-à-dire comment la fabrication abstraite qui est devenue le caractère, c'est-à-dire cette révolution qui est beaucoup plus ancienne, mais qui se reproduit de l'écriture syllabique au codex, et dans toute l'évolution ensuite, qui est que le mot, pour être prononcé et être reconnu, s'établit selon une suite de codes qui s'appellent les lettres. Mais l'unité, c'est ce que désigne le mot. C'est comment on prononce le mot, comment, en s'assemblant dans la phrase, il fabrique des idées. Et pour lui, l'invention majeure de Gutenberg, c'est pas le gros châssis, ça on sait faire. C'est pas la composition des pages et l'assemblage du livre, ça on sait faire bien avant lui. Il dit, le saut de Gutenberg, c'est le saut mental qui a été de séparer le caractère de la continuité des lettres qui avaient fabriqué les mots. Alors en quoi ça nous avance? Gutenberg, inventeur ou pas de l'imprimerie? Disons que si on dit Gutenberg, attends, enlève-toi un peu là du milieu et qu'on regarde ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est par exemple un intellectuel qui s'appelle Aldo Mannuccio, et ce gars qui a ce parcours qui est comme celui de tous les humanistes à l'époque, se déplaçant de ville en ville, apprenant le grec à tel endroit, le romain à tel endroit, et puis venant à Venise, d'abord parce que dans cet état de guerre permanente entre les différentes féodalités italiennes, il lui fallait probablement quitter Ferrare, mais Venise parce qu'il y a une très forte communauté grecque. Et Manus, son projet est typographique, donc il n'invente pas l'imprimerie. Il vient installer à Venise
un cénacle, une école de traduction, de choix de publication, de préparation éditoriale des textes, dont le projet est centré notamment sur une édition complète en grec d'Aristote. C'est sûr que Mannuccio n'invente pas l'imprimerie. Il vient installer à Venise une unité typographique, comme il en existe déjà, comme il en dissémine dans toutes les villes. Est-ce que Mannuccio invente le format miniature? En gros, ça. Non, parce que dès les phases précédentes, les petits livres d'heures, par exemple, puisqu'on doit les emmener à la messe, sont de format réduit. Et puis la littérature populaire, celle qui est déjà dans les foires, typographiée ou pas typographiée, elle aussi s'est déjà mise là en petit format. N'empêche que Mannuccio, il y a deux enjeux. Un enjeu politique et un enjeu, j'allais dire, symbolique. Commençons par le symbolique. À Venise, il y a déjà une industrie. C'est-à-dire qu'effectivement, l'industrie typographique s'installe dans un territoire commercialement et techniquement occupé par ces milliers de gens, peut-être à Venise 30 000, dont l'activité rémunérée, c'est de recopier les textes qui vont être ensuite vendus sur les foires. Donc, ils sont peu payés, donc ça va très vite, donc, etc. Mais en tout cas, c'est une industrie. La commercialisation du livre, donc la typographie prend une place qui est déjà commercialement et techniquement structurée. La différence, c'est que avec la typographie, c'est un bonhomme sur la machine qui va produire 1000 exemplaires, là où 1000 copistes passaient 3 jours, 4 jours, 5 jours pour fabriquer le petit exemplaire qui va leur être rémunéré et assurer la soupe du soir. C'est pas des questions neuves, tout ça. Ou plutôt, c'est pas des questions obsolètes, tout ça. Première révolution d'Aldo Mannuccio, ces livres petit format qui étaient réservés à littérature transportable, le livre d'heures, ou à littérature populaire, si c'est quelque chose d'important que vous lisez, il faut le grand format, il faut le lutrin, il faut le pupitre, eh bien Mannuccio dira « Non, moi, les textes grecs que je publie ou que je traduis, eh bien, emmenez-les dans la poche. » Ça veut dire que pour des textes politiques, ce sera le cas pour Étienne Dolé, par exemple, l'imprimeur de Rabelais, brûlé à Paris. Ce sera le cas pour Giordano Bruno, brûlé bien plus tard, en plusieurs décennies, au tout début du XVIIe. Giordano Bruno, dans le procès par lequel on dit qu'il est hérétique, il y a « Quand il lit, on ne voit pas bouger ses lèvres ». Il faut toujours penser à cette distance de monde. Eh bien, Aldo Mannuccio, c'est dire si le livre petit format à forte charge politique, je le fais à 1000 exemplaires et que vous l'emmenez dans les poches, dans votre poche, vous pouvez toujours brûler l'auteur. Le texte y continuera. La deuxième chose, c'est que justement, ça le conduit à faire fabriquer lui-même des poinçons miniatures. Alors, l'histoire aussi, c'est que Venise, port lié à l'Asie, Marco Polo, etc., bien avant, compliqué aussi, l'histoire de Marco Polo et de ce livre qui, en fait, n'a jamais existé en tant que tel. Légende, pas légende, en tout cas, le fait est là. Aldo Mannuccio fait graver des poinçons italiques, corps 11, miniatures. Ça suppose des châssis beaucoup plus légers que ceux de Gutenberg, avec ses énormes et gros caractères, très lourds, et du plomb. Et lui, c'est la révélation de ces motifs sur soie de Corée, et que ces impressions sur soie de Corée sont avec des motifs beaucoup plus fins, beaucoup plus mobiles que ce qu'on sait faire avec la typographie de plomb ou la gravure sur bois. Donc ce contact avec l'Asie, là encore, tellement important. Mais quand je parlais d'invention symbolique, c'est que pourquoi l'italique ? Par exemple, dans vos ordinateurs, vous avez une police d'impression qui s'appelle Garamond. Police d'impression, c'est-à-dire c'est une police avec laquelle on peut travailler nos PDF,
nos textes. C'est pas forcément une police qui va vous être la plus convenable pour un texte narratif ou poétique. Moi, j'utilise une Caslon Pro, par exemple, pour mes propres livres. Mais c'est une police qui permet cette distance-là d'être confronté à l'écriture, alors que vous avez des tas de polices. Par exemple, autrefois, vous aviez Arial. C'était quoi, Arial? C'était fait par Microsoft pour avoir quelque chose qui paraît très net et très lisible dans les écrans d'affichage là, que vous avez dans les gares, les aéroports, etc. Et donc, y compris sur les mauvais écrans des premiers ordinateurs personnels. Quand vous voyez un texte écrit en Arial, vous avez tendance à dire à l'étudiant là, qui vous montre ça, mais dis donc, t'as jamais regardé un peu les réglages de ton traitement de texte? Là, en ce moment, il y en a une autre, les écrans ayant progressé. Ça s'appelle Colibri. Oh, c'est joli, les petits colibris, j'adore les petits colibris. N'empêche que quand je vois tous ces messages mail, et c'est la logique par défaut de l'affichage des mails, parce que vous pouvez l'avoir sur le téléphone, sur tablette ou sur l'écran de façon plus confortable. Oui, mais on est loin de la littérature, là. Eh bien, d'où elle vient, Garamond D? Elle vient d'un Garamond T. Qui était Garamond T? Eh bien, au temps de François Ier, les édits, est-ce qu'il écrivait, le roi? Oh non. Mais le roi confiait la publication de ces édits à celui qui aurait la meilleure écriture manuscrite. Monsieur Garamond T était le scribe de François Ier, parce que son écriture était la plus lisible, donc témoignait que l'autorité même de cette écriture manuscrite émanait ou transportait ou symbolisait le pouvoir. Eh bien, les premiers poinçons dans l'univers typographique destinés à asseoir l'autorité de textes juridiques ou de ces édits royaux ont été gravés en décalque, en mimétique de l'écriture manuscrite de M. Garamond T. Vous suivez? Quel rapport à Manuccio et à Venise? Eh bien, ce qu'on disait, c'est que ces textes fabriqués par des machines, non mais à 1000 exemplaires, des textes aussi vivants, aussi importants pour la pensée, des textes aussi lumineux ou aussi énigmatiques, en tout cas aussi décisifs et importants que ceux d'Aristote. Vous allez vraiment confier ça à une reproduction mécanique? Et Aldo Manuccio dit, regardez mon italique. Voici un livre recopié à la main dans la traduction de l'industrie manuscrite de Venise. Voici un livre que j'ai imprimé. Vous voyez la différence? Est-ce que nous, aujourd'hui, on a besoin de prouver ça? Non. Mais on doit sans cesse prouver d'autres choses dans la transition numérique. Toujours se souvenir que même là, dans ces oppositions, le papier, la typo, le numérique. Oui, mais la police de caractère que vous utilisez sur votre ordinateur, elle est vectorisée selon des sources qui remontent à l'écriture manuscrite d'un scribe du roi il y a 500 ans. Et aujourd'hui, est-ce que entre le numérique et la typographie, si on dit « oh là là, la typographie représenterait une instance supérieure de la lecture », bien se souvenir, dans les premiers temps de son apparition, et ça c'est Manuccio, et non pas Gutenberg, eh bien, c'était l'expression de la réticence à la transition, pourtant irréversible, pourtant inéluctable, qui s'appelle l'imprimerie. À demain. Je vais en reparler, tiens, du rhinocéros de Dürer.